Bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être longue. Alors, prends une petite tasse de thé ou de café, installe-toi bien, comme je veux faire moi, sur mon petit fauteuil. Et aujourd'hui, on discute d'allaitement. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience avec l'allaitement. Encore une fois, comme je vous dis toujours, c'est mon expérience personnelle. Je ne suis pas du tout professionnelle de l'allaitement. Je ne compte pas vous donner des conseils médicaux. C'est vraiment que vous raconter mon expérience au cas où quelqu'un se sent identifié ou même pour savoir un petit peu des expériences différentes et puis pour voir qu'il y a de tout et que tout est bien, tout est ok. Mais si on ne le connaît pas d'avance, des fois c'est difficile d'avoir ces pensées-là. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si tu ne me connais pas, je m'appelle Macarena, je suis maman d'un enfant de 2 ans et demi bientôt, et je suis enceinte de 39 semaines de mon petit bébé numéro 2, qui est bien au chaud là. Je pensais bien qu'il allait arriver avant et il n'est toujours pas là, donc il est toujours au chaud ici. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver du contenu sur la maternité, sur ma vie de femme, sur mon quotidien, sur mon expérience de plein de choses. Alors si tu as envie de voir ce contenu, je te laisse aller t'abonner sur la chaîne, mettre un petit like à la vidéo, oublie pas. Et puis tu peux aller mettre un clic sur la petite cloche pour que YouTube te dise quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo. En principe, je mets une vidéo par semaine, des fois je mets 2 quand j'ai un peu plus de temps. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'allaitement. Comment ça a commencé mon histoire avec l'allaitement? Alors, il faut savoir que quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, j'avais envie d'allaiter. C'était quelque chose qui était clair pour moi dès le départ. J'avais envie d'explorer cette nouveauté. Moi, je viens d'une famille où ma maman, elle nous a allaité les 3 enfants. Et mon dernier frère, lui, il est né quand j'avais 13 ans. Donc, je l'ai vu allaiter mon frère. Ma soeur aussi, mais je ne me rappelle pas tellement. Mais par contre, pour mon frère, je l'ai vu l'allaiter. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà vu, qui était naturel pour moi et que je me suis jamais dit que j'allais donner le biberon. Mais bien évidemment, ça fait partie des choix qui ont les mamans, heureusement, en 2025. On peut choisir tant le biberon que l'allaitement. Et tant que ça va avec nos valeurs, c'est ça qui est le plus important. Donc du coup, moi je savais que je voulais allaiter, mais je suis quelqu'un qui aime bien un petit peu tout connaître avant de se lancer dans quelque chose. Alors pendant la grossesse, j'ai beaucoup cherché sur l'allaitement, les expériences, la théorie, la pratique, des vidéos, des podcasts, des livres, j'ai tout fait pour avoir un maximum de connaissances, pour ne pas me retrouver toute seule. Moi je suis comme ça avec tout, hein. Quand je me mets dans quelque chose, je me mets toujours à fond et je cherche toujours plein d'infos. Donc l'allaitement, ça allait pas être différent. Et heureusement, parce que l'allaitement, c'est pas si évident que ça. Et une fois que j'étais dedans, je me suis remerciée à la Maca du passé qui avait cherché plein d'infos, parce que je pense que j'aurais abandonné bien plus vite si j'avais pas eu toutes ces infos. Donc mon bébé est né, il est né à 37 semaines. Et il a eu sa première tétée d'accueil dès qu'il est sorti de mon ventre, ça s'est tout bien passé. Et puis disons les premières 24 heures, c'était tout nickel avec lui. Il tétait assez souvent, toutes les 2 heures, 3 heures grand maximum. Mais voilà, au tout début, on a ce qu'on appelle le colostrum. C'est un lait qui est très vitaminé avec beaucoup de gras. C'est un espèce de shot énergétique pour le bébé qui est en petite quantité et qui est un liquide jaune, c'est normal. Et ce concentré là de lait, il vient au tout début, donc les premières heures, les premiers jours avant qu'il y ait la montée de lait. C'est tout à fait normal, ça se passe comme ça, et ça c'est pour que le bébé puisse être nourri en attendant qu'il ait entre guillemets le vrai lait blanc ou qu'on puisse imaginer qu'il va avoir par la suite. Donc les premières 24 heures se sont bien passées. Mais plus on avançait dans le temps, plus il me faisait mal au mamelon. Donc on a passé la 2e nuit avec cet allaitement. La 2e nuit a été super difficile pour moi parce qu'il tétait toutes les heures. Il s'est réveillé vraiment toutes les heures pour téter. Et puis moi il me faisait super mal au mamelon. C'était insupportable. J'avais envie de crier, j'ai même pleuré. J'ai crié d'ailleurs à plusieurs reprises quand il me prenait le sein. Les 10 premières secondes c'était une horreur et puis en fait après ça allait, une fois qu'il était dans le sein c'était bon, enfin c'était plus gérable, mais les premières secondes quand il chopait le bout du mamelon c'était horrible. Donc moi j'avais quand même pas mal de connaissances au niveau position, qu'est-ce que je pouvais faire, j'avais l'équipe de sage-femme avec moi de la maison de naissance qui m'ont aidé et tout ça, mais malgré tout ça j'avais quand même beaucoup de douleurs.
qu'est-ce que j'ai fait au tout début? Donc au tout début, il faut savoir que le lait, il est très cicatrisant, antibactérien, anti-tout en fait. Il a énormément de propriétés. Du coup, ce qu'on peut faire à chaque fois qu'on finit d'allaiter, c'est d'appuyer un petit peu le sein pour avoir une goutte de lait ou 2 gouttes et les mettre autour du mamelon et laisser sécher à l'air. D'accord? Donc ça, je l'ai fait dès le départ. Depuis les premières tétées, j'ai toujours fait. Ensuite, j'ai mis les typiques crèmes pour protéger les mamelons. Et puis à la maison de naissance, ils m'ont proposé de mettre aussi des coquillages que j'ai montré à ma vidéo de valise de maternité, si jamais. Donc je vais vous la mettre par là en haut, si vous voulez retrouver lesquels c'est. Mais c'est des petits coquillages qu'on peut mettre sur le mamelon pour aider à cicatriser entre les tétées. Donc j'ai utilisé ça. J'ai aussi utilisé des patchs d'hydrogel de la marque Medela. On a fait aussi des compresses froides. Enfin, on a mis plein de choses en place. Et entre les tétées, mes seins étaient bien. Ça m'aidait beaucoup, mais une fois qu'il était au sein, il n'y avait pas de miracle, la douleur était atroce. Les sages-femmes ont regardé, voir comment mon fils prenait le sein, elles me disaient, bah, il a l'air de prendre correctement le sein, je ne vois pas de frein de langue, je ne vois pas quelque chose de spécifique, mais il arrivait quand même pas à téter de façon optimale pour mon mamelon, parce que ça me faisait trop mal. Donc au bout de 48 heures plus ou moins depuis sa naissance, j'ai commencé à tirer le lait avec le tire-lait, à lui donner le sein une fois, mais aussi à tirer pour essayer de soulager un peu les mamelons parce que j'avais vraiment très mal et je me posais vraiment la question, est-ce que je vais pouvoir continuer à allaiter dans ces conditions-là? Donc j'ai commencé à tirer un peu de lait pour avoir assez de lait pour mettre dans une seringue. Et puis la seringue, on peut mettre un petit bout en silicone pour mettre en fait la seringue sur le coin de la lèvre du bébé, soit quand il est en train de téter au sein pour complémenter si par exemple on a des problèmes de production de lait ou autre, ou dans mon cas ce qu'on faisait c'est que le papa prenait le relais, il imitait le petit pouce pour qu'il puisse venir sucer le pouce et en même temps il donnait le lait à la seringue. Donc ça évite la fameuse confusion sein-tétine. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est, la confusion sein-tétine, c'est en fait le bébé qui prend un biberon et qu'en fait après il préfère le biberon parce que c'est beaucoup plus facile sucer et puis avoir le lait au biberon que la force qu'il doit faire avec le sein. Et du coup c'est typiquement quelque chose qui peut foirer ton allaitement, après forcément il va préférer le biberon au sein. Alors je voulais absolument pas lui donner de biberon. Donc on a fait avec la seringue. Donc ça c'était les 48 heures après la naissance. Moi j'ai eu la montée de lait. Donc ça veut dire il est né le vendredi. J'ai eu la montée de lait le samedi soir. Donc c'était le 2e jour de vie. Je l'ai eu assez rapidement la montée de lait, surtout pour un premier enfant. Mais il faut savoir que la nuit du vendredi au samedi, il a tellement tété que finalement, clairement c'est venu vite parce qu'il a fait beaucoup de demandes. L'allaitement c'est l'offre et la demande. Plus le bébé tète, plus on a des chances d'avoir du lait. Donc voilà, encore pendant la 2e et 3e journée, j'avais le lait qui a commencé à sortir, donc ça c'était top, parce que du coup, il n'avait pas besoin de trop téter comparé à la première nuit. Par contre, moi je continue à avoir énormément mal. On est rentré à la maison dans tout ça le 3e jour. 3e jour, on rentre à la maison. À la maison, j'avais un tire-lait que j'avais reçu, donc en moi je ne me retrouvais pas sans tire-lait. Et puis on avait pris aussi des seringues et des bouts de seringues en silicone pour pouvoir lui donner de temps en temps et pouvoir me soulager parce que c'était un bébé qui était très demandeur, il demandait beaucoup le sein, toutes les 1 heure, toutes les 1h30, maximum 2 heures. Donc il y avait quand même beaucoup de sollicitations au sein et c'est clair, si le sein était toujours sollicité, j'allais avoir toujours mal. Donc on a passé comme ça le 3e jour, mais pour moi franchement c'était infernal, c'était clairement le pire souvenir. Clairement plus difficile que l'accouchement à ce moment-là. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux allaiter mais j'ai beaucoup trop mal. Je sais en même temps que c'est pas normal d'avoir mal, mais ça se passait très vite donc on n'a pas le temps beaucoup de réagir non plus. Et ça c'est quelque chose que vous devez être attentive les mamans si vous voulez allaiter. Prenez les contacts du conseiller en lactation, c'est super important. C'est vraiment même vital. Moi je trouve que tout le monde devrait aller. Toutes les femmes d'ailleurs qui voudraient allaiter devraient voir au moins une fois une conseillère en lactation parce que ça peut vraiment vous aider. Donc, 3e jour, on était à la maison et puis la sage-femme de la maison de naissance, elle vient rendre visite à domicile très souvent. Donc le 4e jour, elle est arrivée le matin et je lui ai expliqué que ça allait pas du tout, que j'avais vraiment trop mal, que c'était vraiment une torture à chaque fois qu'il venait au sein. Et puis elle a encore contrôlé la prise de tétée qui était tout à fait
en ordre, vu comme ça de l'extérieur. Elle m'a dit, écoute, j'ai dans la voiture des tétrelles, si tu veux on peut essayer. C'est pas toujours l'idéal, mais peut-être que ça peut t'aider à avoir une protection. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les tétrelles, c'est un bout de sein, comme un espèce de lelette en fait, qu'on va mettre sur le sein. C'est souvent en silicone et ça va protéger en fait le mamelon. Et ça peut aider soit pour les enfants qui n'arrivent pas à téter correctement avec un mamelon par exemple qui est trop court et qui n'a pas une forme que lui il arrive à prendre. Soit dans mon cas, ce qu'on a pris cette tétrelle, c'était vraiment pour soulager la peau, pour qu'il n'y ait pas ce frottement à chaque fois avec la peau, qui est quelque chose entre deux. Et ça, je dois vous dire, ça a été un miracle pour moi. Non, ça a vraiment été ce qui a fait que j'ai continué à allaiter, complètement. Si j'avais pas eu les tétrelles, j'aurais arrêté au bout d'une semaine, j'aurais pas tenu, parce que c'était vraiment beaucoup de douleur. Et puis en fait, la tétrelle, elle a vraiment permis à que mon fils il puisse téter correctement, et puis que moi, j'ai pas autant mal. C'était un tout petit peu dérangeant, mais franchement, rien à voir comparé à ce que j'avais au tout début. Alors, je l'ai allaité avec cette tétrelle. On a continué comme ça 2 mois. Oui, j'ai arrêté les tétrelles le 24 décembre. Pendant 2 mois, on a fait l'allaitement avec tétrelles. Quelquefois, j'enlevais. Il arrivait à téter de mon sein de bonne façon. Et des fois, quand je faisais 2-3 tétés à la suite avec le sein seulement et pas la tétrelle, je commençais à avoir mal de nouveau. Donc, j'ai pas osé arrêter avant la tétrelle. Peut-être que j'aurais pu. Mais finalement, je l'ai gardé 2 mois. Et pour l'enlever à 2 mois de vie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une tétée sur 2. Une fois, c'était avec tétrelle, une fois, c'était sans tétrelle. Et comme ça, lui, il s'est habitué et mon sein aussi s'est habitué à cette pression, à cette façon de sucer qu'avait mon fils. Entre deux, on a été chez l'ostéopathe. L'ostéopathe a fait pas mal de massages et tout au niveau de la mâchoire. Elle trouvait que c'était un petit peu tendu. Il n'y avait pas une problématique particulière, il faut savoir, avec mon fils. Il n'avait pas de frein de langue, il n'avait pas, je sais pas moi, une façon inadéquate de téter. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit, j'ai l'impression qu'il frotte un petit peu trop le mamelon quand il tète de ce qu'il devrait faire. Et du coup, c'est ça qui doit te faire mal. On n'a jamais su exactement qu'est-ce qu'il faisait. Mais en tout cas, vers les 2 mois aussi, ils ont une bouche qui est plus grande. Ils ont appris à téter correctement. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si on se dit, ah c'est super sauvage, c'est super intuitif, l'allaitement, que ce soit pour les mamans ou le bébé, il ne faut pas oublier que c'est un apprentissage. Un bébé ne naît pas comme ça en train de savoir téter parfaitement et une maman ne sait pas donner le sein comme ça. Peut-être à l'époque de la préhistoire il n'y avait aucun souci parce qu'on était hyper connecté avec la nature. Actuellement en 2025 on a perdu beaucoup de connexion, donc l'intuition n'est pas si magique que ça et c'est beaucoup d'apprentissage dans les deux sens. Donc du coup mon fils à 2 mois a arrêté la tétrelle. Pour moi ça allait super parce que la tétrelle il faut quand même la nettoyer entre les tétés, il faut quand même avoir un minimum d'hygiène avec elle, il ne faut pas l'oublier aussi, donc c'est aussi une petite logistique à faire à chaque fois. Donc moi j'étais contente de pouvoir la laisser à 2 mois. Donc voilà, l'allaitement a continué. Après ça il n'y a plus jamais eu de douleur ou de problème on va dire physique lié à l'allaitement. Moi j'adorais l'allaiter, je dois dire, c'est quelque chose une expérience que j'ai vraiment adorée. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que c'est très présent. Mon fils a toujours été un grand téteur, si on peut appeler ça comme ça. Il a beaucoup aimé téter, le lait, manger, enfin tout en général. Du coup, ça n'a jamais été un enfant qui a tété toutes les 2-3 heures tranquillement et sans plus. Lui, il tétait très souvent. La journée, c'était maximum toutes les 2 heures. Et la nuit, parfois même moins. Des fois, c'était 1h30 entre les tétés. Et s'il restait demi-heure au sein, ça te laisse finalement une heure maximum. Donc, imaginons, il s'est réveillé à 1h du matin. Entre 1h et 1h30, il tète. À 1h30, il va, je vais lui changer sa couche. Il s'endort à 1h45. Je m'endors aussi vers 1h45, 2h. Et puis à 2h30, c'est réparti parce qu'il a envie de téter de nouveau, puisqu'il s'était réveillé à 1h du matin à la base. Donc voilà, les nuits étaient difficiles, forcément. Et on a fonctionné comme ça longtemps. Ça a été un enfant qui a eu longtemps des nuits très hachées. D'ailleurs, vers ces 2-3 mois, on se disait, mais c'est beaucoup de réveils nocturnes. Il avait beaucoup de régurgitation. Il avait aussi beaucoup de coliques, beaucoup de gaz, beaucoup de caca très liquide, assez explosif, quand même les typiques caca qui débordent énormément ou qu'on est en train de changer et puis bam, ça part dans tous les sens. Il avait pas mal de symptômes un petit peu, on voyait qu'il était
dérangé par le ventre. Et du coup, on a été voir une conseillère en lactation qui nous a aidé aussi par rapport à la prise de sein, qui nous a aidé dans quelle position c'était le mieux que j'allaite. Parce qu'il faut savoir que j'avais aussi pas mal de lait. Donc forcément, s'il tétait beaucoup et qu'il y avait beaucoup de lait qui venait, bah, il avalait de l'air parce qu'il devait, il devait avaler trop souvent, trop vite aussi. Donc elle m'a montré les positions qui étaient les meilleures pour nous. Donc d'où l'importance de voir une conseillère en lactation. Je ne vais pas vous les préciser maintenant parce que ça va dépendre clairement du duo maman-enfant. Donc ça, il faut vraiment le voir avec une conseillère. Mais elle nous a vraiment donné des bonnes astuces pour continuer l'allaitement correctement. Et puis, ces problèmes de coliques et autres, ça passait quand même pas. On a fait l'ostéopathie, on avait vu avec la pédiatre. Et puis au bout d'un moment, la pédiatre a dit, bon, écoutez, on peut essayer quelque chose. Peut-être qu'il y a une intolérance ou une allergie à la protéine de lait de vache. C'est quelque chose qui arrive aux enfants. Et puis que du coup, il y a pas mal de symptômes qu'il a qui peuvent être liés à cette allergie. Alors ce qu'on va faire, c'est que la maman, donc moi, va se mettre au régime de son produit laitier pendant 3 semaines et on va voir si son état s'améliore. Donc la protéine de lait de vache, il faut savoir que c'est dans les produits laitiers de vache, forcément. Mais c'est pas comme le lactose, que quand on achète par exemple un lait sans lactose, c'est ok parce qu'ils ont enlevé le lactose. La protéine de lait de vache, on peut pas l'enlever. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder tout. Il ne doit pas y avoir une trace de lait, de fromage, de crème, de yaourt, de rien dans les produits. Donc c'est pas évident. Typiquement tout ce qui était produits laitiers, je ne pouvais pas prendre. Alors je devais aller tout dans l'option végane, donc vraiment au niveau végétal. Je ne pouvais pas du tout prendre la protéine de lait de vache. Et je sais qu'il y a aussi des mamans qui ont dû arrêter de consommer du bœuf aussi. Donc aussi la protéine de la viande. Donc ça a été vraiment quelque chose qui n'était pas évident parce qu'on ne se rend pas compte comme il y a des produits laitiers partout jusqu'à ce qu'on ait besoin d'arrêter en fait. Donc aller au restaurant, aller manger chez les gens, ça a toujours été un petit peu compliqué parce que forcément il y a des produits laitiers partout. Alors j'ai arrêté les produits laitiers, ça c'était en janvier, mon fils était né en octobre. En janvier j'arrête les produits laitiers 3 semaines et lui ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de gaz, plus de caca explosif, beaucoup moins de réveil aussi. Les tétés étaient beaucoup plus, on va dire, structurés parce que nous on a eu la théorie que vu qu'il avait des inconforts gastriques et qu'il avait des remontées de lait, en fait, dès qu'il se passait demi-heure, 1 heure de la dernière tétée, il avait besoin de nouveau de tétée parce qu'il avait sûrement des brûlures d'estomac, en fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en arrêtant ce produit laitier, on a réussi à réduire aussi cette acidité dans son estomac et ça allait beaucoup mieux. Et en parallèle, lui, il a eu un traitement de Nexium. Le Nexium, c'est un médicament qui aide à, entre guillemets, dans le langage commun, et qui aide à réduire l'acidité de l'estomac. Et puis, ça a été vraiment quelque chose de bénéfique pour lui, pour pouvoir avoir une vie beaucoup plus zen, tranquille et avec beaucoup moins de problèmes au niveau gastrique. Donc là, on se situe vers les 3 mois de mon fils, où l'allaitement allait super bien. Où il ne faut pas oublier que l'allaitement est très pratique, parce que du coup, vous sortez... vous prenez un sac avec les couches, des vêtements de réchange et c'est tout en fait parce que la maman c'est le frigo portable des bébés. Alors ça c'est super cool, franchement c'est hyper facile l'alimentation quand c'est comme ça avec le sein parce qu'il n'y a pas grand chose à prévoir en fait. On n'est jamais pris au dépourvu de oh mon dieu j'ai pensé que j'allais sortir que 3 heures et j'ai pris X quantité de lait mais finalement ça s'est prolongé et j'ai plus de lait. Enfin, il n'y a pas tous ces soucis, il y en a d'autres comme vous avez entendu, mais niveau organisation c'est beaucoup plus simple. La nuit aussi, malgré les réveils, parce que mon fils a toujours été un petit dormeur, hein. Donc malgré les réveils toutes les 2 heures, toutes les 1h30, 2 heures, plus ou moins la nuit, et c'était des réveils où tu n'as pas besoin de te lever en fait. Tu prends le bébé, tu le mets à côté de ton sein, il tète, il s'endort, soit on s'endort les deux ensemble et on continue la nuit, soit je le passais au cododo à côté, mais vraiment c'est des réveils qui sont beaucoup plus gérables que si je devais à chaque fois me lever. Okay. Même si, bien évidemment, c'est très fatigant de te réveiller 4-5 fois par nuit, on va pas se le cacher. 4-5 mois, plus ou moins, 4-5 mois, j'ai arrêté aussi de le changer la nuit parce qu'il faisait plus de caca la nuit. Et ça, c'est super pratique parce que du coup, il pouvait continuer à dormir. Donc les réveils, j'avais vraiment pas besoin de me lever pour le changer, pour rien du tout. C'était juste, il se réveille, il veut téter, je le mets au sein, il tète, on continue notre nuit.
à ces 4 mois quand même, faut pas que j'oublie, j'ai repris le travail. Donc quand j'ai repris le travail, moi j'ai l'énorme chance d'avoir un travail très flexible et que j'ai pu vraiment continuer l'allaitement malgré le travail. Mais je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de mamans et il y en a beaucoup qui arrêtent l'allaitement à ce moment-là parce que franchement c'est un travail de malade. On se rend pas compte combien de temps prend l'allaitement et l'organisation que ça a jusqu'à ce qu'on doit reprendre le travail, je dois dire. Parce que le bébé continue à manger toutes les 2 heures. La maman n'est pas là pour lui donner à chaque fois à manger et du coup il faut tirer son lait pour que la personne qui garde le bébé puisse donner le lait. Donc la maman doit avoir le temps de tirer le lait, l'espace, la possibilité de le faire, la connaissance. Ça doit fonctionner, le bébé doit prendre le lait dans un autre contenant. Donc c'est vraiment pas évident. Moi mon fils, c'est ma mère qui le gardait au tout début. Donc ce que j'ai fait, c'est que soit je travaillais depuis la maison un maximum, tout ce que je pouvais faire de la maison, je le faisais depuis la maison. Et comme ça, elle était avec le bébé, il voulait téter, elle me l'amenait, je lui donnais le sein, elle repartait. Et puis quand j'avais des réunions ou des événements en dehors et que j'étais obligée de partir, je tirais mon lait, j'avais fait un petit stock de lait au congélateur. Donc il faut savoir que dans les grands congélateurs, on peut garder le lait jusqu'à 1 année. Ça c'est super pratique aussi. Et du coup, j'ai tiré à chaque fois le lait pour avoir un stock et je lui laissais du lait pour qu'elle puisse lui donner pendant mon absence. Donc là, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Je vous laisse aussi les voir avec la conseillère en lactation, mais moi, ce que j'avais retenu, c'était un bébé allaité ne doit pas consommer plus que 120 ml de lait à la fois. Pourquoi? Parce que le sein ne produit pas plus que 120 ml de lait, ou en tout cas, il n'est pas censé le faire à une tétée, en fait, plus que 120. Donc si on donne plus de quantité quand il n'est pas au sein et qu'on lui donne au biberon par exemple ou dans une soft cup ou n'importe, on va agrandir son estomac et ça veut dire que quand il prendra le sein, ça ne sera pas suffisant pour lui et il voudra plus et il n'aura pas plus et ça va créer une confusion et il ne voudra plus le sein. Okay, donc l'idée c'est de respecter à la base 30 ml par heure de garde. Mon fils qui était un très grand mangeur, ça marchait pas. Je pouvais pas lui donner 60 ml toutes les 2 heures, il réclamait plus. Mais du coup, il avait des biberons de 90, de 100 maximum. Vraiment, quand il était plus grand, 120. Mais ça a vraiment été la limite finale. Je me suis toujours dit, je donne pas plus que 120. Maintenant, pour le confort et la facilité de ma maman, je lui ai donné des biberons. Moi, j'ai utilisé les biberons de Suavinex. C'est ça que j'ai utilisé moi, qui a le bout du biberon un peu comme une forme de sein. Et du coup j'ai pris ces biberons là parce que c'était zéro colique, ça évitait l'entrée d'air et soi-disant c'était mieux par rapport aux autres biberons parce qu'il y avait moins de confusion. Ça j'en sais rien, écoutez j'ai testé, ça a marché. Vous verrez bien, mais du coup on a dû habituer mon fils à prendre le biberon avant que je commence le travail. C'est pas quelque chose qui est fait rapidement, je vous dis, c'est normal. La conseillère en lactation nous avait dit, mais vous pouvez pas demander à un enfant de lui donner 2 fois le biberon et qu'il sache téter et que ça lui convienne. Il lui faut au moins 20 fois, donc n'achetez pas 10 biberons différents et testez toutes les marques possibles et inimaginables, parce que chaque changement va être de nouveau recommencé à zéro. Donc il faut essayer plusieurs fois, beaucoup de fois avec le même biberon. C'est pas le biberon le problème, c'est juste que le bébé n'a pas l'habitude. Et nous, on va pas s'habituer à quelque chose en 2 fois, un bébé encore moins. Donc il faut vraiment avoir de la patience et insister beaucoup de fois. Idéalement, ne pas lui donner non plus quand il est complètement affamé et qu'il s'énerve, parce que forcément ça va pas marcher. Mais il faut avoir de la patience. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Donc voilà, nous on a donné les biberons quand j'étais pas là, et quand j'étais là, c'était le sein. Ça n'a pas empêché le fait qu'au bout d'un moment, vers ses 5-6 mois, même 7 mois, il a commencé à bouder un peu le sein. Parce que forcément, il a compris, hein, il n'est pas bête, l'humain cherche la façon la plus simple et la moins compliquée de fonctionner. Donc forcément, il ne voulait pas faire d'efforts, le biberon, ça venait beaucoup plus vite que le sein. Donc il a commencé à bouder le sein, mais j'ai tenu tête. J'ai dit, si tu es avec moi, il n'y a pas de biberon, c'est le sein. Et puis j'ai essayé 50 000 positions, de le calmer avant, de faire du portage. Beaucoup de tentatives de ma part. Et puis on a pu continuer l'allaitement parce qu'il avait compris que quand maman était là, c'était le sein. Et puis si j'étais pas là, c'était le biberon. Et ça a été ok pour lui. Donc on a fonctionné comme ça jusqu'à peu près ces 10 mois. Entre deux, il a eu la diversification alimentaire. Donc à ces 6 mois, on a commencé la diversification alimentaire. Et moi, j'ai fait de la DME, c'est la diversification menée par l'enfant. Si vous avez envie, je peux vous faire une vidéo spécifique en parlant de mon expérience par rapport à ça. Mais du coup, à 6 mois, il a commencé à manger. Au tout début, c'est beaucoup de découvertes, hein. Il ne mange pas grand-chose. Mais après, vers les 10 mois, oui. Là, quand même, il mangeait quand même pas mal.
Donc là j'ai vu une différence au niveau de l'allaitement parce que du coup comme moi j'étais pas là à cause du travail, lui il voulait plus les biberons. Donc ça lui convenait très bien manger ce qu'il avait comme repas à la journée et quand moi je rentrais il prenait le sein et il rattrapait ce qu'il n'avait pas mangé. Donc ça je dois dire c'était quand même assez cool parce que finalement j'avais beaucoup moins besoin de tirer du lait parce qu'il l'utilisait presque pas, ou des fois un biberon sur la journée si c'était une longue journée, ou alors quand je partais 2-3 jours en voyage avec le travail, bah là forcément il allait prendre la nuit, etc. Donc j'avais quand même un petit stock au congèle, mais beaucoup moins stressant que quand ils sont tout petits, forcément. Et les tétées sont quand même beaucoup moins régulières. À chaque fois ça s'espace un petit peu en fait, parce que forcément il commence à manger, il n'a pas besoin d'autant de lait. C'est pas évident de parler autant avec un gros ventre. Franchement, je suis hyper essoufflée, j'ai l'impression de faire un marathon. Là, je suis juste assise en train de vous parler. Comme je vous disais, vers les 10 mois, il n'a pas eu besoin de continuer à prendre les biberons de lait tirés par mois. Donc vraiment, je tirais beaucoup moins le lait. Le tirage de lait, ça c'est quelque chose d'assez particulier. Moi, j'ai tiré mon lait avec un tire-lait électrique qui s'appelle Momcozy. Il y en a plein de marques. Moi, j'avais acheté sur Amazon le Momcozy qui était sans fil. Et du coup, tu peux le mettre dans le soutif. Tu as les deux que tu peux mettre séparément. Et puis, c'est hyper pratique. Moi, j'étais au milieu des réunions. Moi, je travaille comme manager. Et puis, j'étais au milieu des réunions de vente, etc. Et puis j'avais mon tire-lait, puis tu entendais la pompe, c'était presque drôle. Mes collègues, elles avaient l'habitude, ils disaient ah, elle est déjà en train de tirer son lait, puis tout le monde savait. Moi ça m'a jamais gênée en tant que telle, je trouve que c'est quelque chose de très naturel. Après c'est vrai que je travaille dans un milieu de femmes, on était pratiquement toutes femmes, des fois il y avait 1-2 hommes. Donc forcément c'est plus simple quand on est en train d'avoir une réunion avec que des femmes que si on est entouré d'hommes. Forcément ça aide, mais du coup je me suis jamais cachée pour tirer mon lait, c'est quelque chose qui est naturel. Pour moi si on peut se moucher dans une réunion, on peut aussi tirer son lait. Mes collègues ne m'ont jamais fait une remarque que ça les dérangeait ou autre. Et puis ça faisait partie en fait de ma vie de maman qui travaille. On a envie de faire plein de choses, mais on reste toujours maman, donc il faut continuer à pouvoir tirer son lait pour nourrir notre enfant. Donc voilà, moi j'ai toujours tiré mon lait au travail, en sachant que bien évidemment si j'avais demandé d'être en retrait de la réunion, d'aller dans une chambre, etc. pour tirer, l'entreprise aurait totalement accepté, j'en suis sûre. Mais moi j'ai pas eu cette nécessité là et j'en avais pas envie non plus parce que sur une réunion de toute une journée, si je partais toutes les 2-3 heures pour tirer mon lait, il y a quand même beaucoup de choses que je loupe de la réunion et j'avais pas envie. Donc moi ça m'a convenu comme ça et c'était génial. Vers ces 10 mois, on ne tire plus le lait de façon autant assidue quand on n'est pas avec le bébé. Et puis après, je dirais qu'entre les 10 mois et les 1 année et demie, presque 2 ans, ça a été un rythme de 3-4 tétées la journée et puis 2-3 tétées la nuit, d'accord? Je dirais maximum 8 tétées par 24 heures, on était à plus ou moins ça. Mon fils a continué à se réveiller quand même 3-4 fois la nuit. C'est quelque chose qui a été assez pénible à vivre, je dois dire, le sommeil des bébés n'est pas évident. Et puis, vu qu'il voulait à chaque fois le sein, papa pouvait pas tellement aider pour ses réveils parce que quand il allait lui, finalement il s'énervait tellement que ça le réveillait encore plus et il fallait faire double effort pour le rendormir après. Donc du coup c'est des réveils que j'ai principalement gérés toute seule pendant les 2 premières années de sa vie. Et au tout début, moi je m'étais dit, l'allaitement j'aimerais bien, sans me mettre une pression, mais j'aimerais bien 6 mois, c'est parfait, 6 mois, etc. Quand j'avais fait les 6 mois, je me suis dit, 1 année, ça serait top. Quand j'avais fait 1 année d'allaitement, je me suis dit, franchement, si j'arrive aux 2 ans, c'est waouh. Et puis en fait, maintenant, mon fils a 2 ans et 5 mois et je l'allaite toujours. Donc maintenant, je me mets plus du tout de entre guillemets objectif. Je me dis, il arrêtera quand il voudra. Moi, pour l'instant, ça me va. Donc on continue comme ça. On va clairement vers un sévrage naturel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le sévrage naturel se fait entre 2 ans et demi et 7 ans. Donc ça veut dire qu'un enfant, il peut téter à 4 ans, à 5 ans. Bien évidemment, il ne va pas téter partout, n'importe quand. Mais il peut téter le soir, des fois avant de s'endormir, ou quand ils ont un bobo. C'est vraiment des petites tétées par-ci par-là. Mais le sévrage naturel va jusqu'à 7 ans. D'accord? C'est pas pour rien qu'on appelle les dents de lait. Et que c'est vers cet âge-là qu'on commence à avoir les dents de lait qui tombent. Voilà pour l'allaitement, comment ça s'est passé. Est-ce que j'oublie quelque chose?
Et oui, peut-être vous parler de l'allaitement quand on est enceinte. Parce que ça, c'est une autre étape alors. Hein. Donc moi, un petit peu avant ces 2 ans, je suis tombée enceinte de mon deuxième. Et puis là, l'allaitement a pris toute une autre ampleur parce que j'ai les seins très sensibles et j'ai eu ce qu'on appelle comment on appelle ça? Une aversion. Ok, c'est ça. Ça s'appelle une aversion, une agitation ou une aversion, d'accord, de l'allaitement. Donc je vous explique ce que c'est parce que moi, j'avais pas entendu ça avant d'être une maman allaitante et je trouve que c'est hyper important pour le comprendre. Donc une aversion, c'est en gros un sentiment très fort qui te donne pas du tout envie d'allaiter ton enfant, que tu ressens du refus, vraiment c'est insupportable. Tu as presque l'impression, c'est fort de le dire comme ça, mais tu as l'impression de te sentir violée en fait. C'est vraiment, je veux pas qu'il touche mon sein. Je veux pas, je peux pas, je supporte pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver plusieurs fois dans l'allaitement. Ça pourrait aussi qu'à cause d'une aversion, on arrête d'allaiter. Parce que si on n'est plus OK avec ça, et que c'est de la souffrance pour la maman, c'est pas OK non plus de donner le sein. Mais du coup, c'est normalement quelque chose qui est passager. Des fois, c'est lors d'une tétée, des fois, c'est une journée entière. Mais c'est quelque chose qui passe, d'accord? Donc, j'ai commencé à avoir une aversion avec Alexis à plusieurs tétées. Et du coup, j'ai essayé de le guider au mieux. Pas toujours de la meilleure façon, parce que forcément, on est humaine. Mais je lui ai appris que des fois, maman, elle était très fatiguée de lui donner le sein. Et du coup, je comptais jusqu'à 3. Et quand on comptait jusqu'à 3, à 3, on disait au revoir à la tétée. Et on continuait plus tard. Donc, il a appris que des fois, maman voulait arrêter la tétée avant lui. Et il a tout à fait compris que du coup, il avait entre guillemets 3 secondes pour s'habituer, dire au revoir au sein et puis se dire qu'il allait le prendre plus tard. Ce qui a très bien marché. Franchement, les enfants comprennent beaucoup. Comme ça, j'ai fait quand je ressentais ce refus envers lui, que j'avais des douleurs aussi, puis c'était vraiment pas agréable comme sentiment, je pouvais lui dire et on comptait jusqu'à 3, on arrêtait, puis on reprenait plus tard. Et ça a été très bien vécu par lui. Il faut dire qu'il avait pratiquement 2 ans, donc aussi il comprend beaucoup. Hein. C'est pas pareil qu'un enfant de 3 mois de lui dire j'ai une aversion, on va compter jusqu'à 3, forcément il va moins bien comprendre. Mais à pratiquement 2 ans, il a quand même vachement compris. Alors j'ai eu ça au tout début avec lui. Les contractions utérines, ça c'est pas négligeable aussi. L'allaitement est tout à fait compatible avec une grossesse, ce n'est pas dangereux, sauf si votre médecin vous donne un avis contraire pour une raison médicale justifiée, d'accord? Mais sinon l'allaitement n'a aucun souci avec la grossesse et vice versa, d'accord? Mais par contre on a des contractions, plus de contractions utérines qui ne sont pas dangereuses, loin de là, mais ça fait travailler l'utérus, c'est normal, c'est la nature. Donc c'est ça un petit peu la différence au tout début. Et puis moi, quelque chose que j'ai voulu anticiper beaucoup depuis le début, c'était les nuits. Parce que mon fils, quand je suis tombée enceinte, il continuait à se réveiller 2-3 fois la nuit. Des réveils qu'il n'y a que moi qui pouvais gérer. Et je me suis dit, comment je vais faire avec un nouveau-né dans 8 mois, ça va pas être possible. Si le nouveau-né se réveille tout le temps pour téter et qu'entre deux, j'ai mon fils qui doit aussi téter, comment je fais? Donc du coup, je me suis dit, on va devoir le sévrer la nuit, chose qu'on avait déjà essayé, bien évidemment, d'autres fois avant, parce que ces 2 premières années ont été difficiles pour moi niveau sommeil, mais ça n'avait jamais marché. On avait tout testé, hein. On avait testé arrêter le sein, lui proposer un biberon, on avait testé que le papa prenne en charge, on avait fait 1000 choses, ça n'avait jamais marché. On a même eu une période où le papa dormait avec lui pour essayer de l'entendre plus rapidement, réagir, mais non, c'était pas du tout quelque chose qui a fonctionné. Du coup, j'ai pris mon courage à 2 mains. Cette fois, j'étais décidée. Et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence. Que cette fois, j'avais pas cette culpabilité. Parce que c'est horrible, hein, il faut pas se le cacher. Quand tu veux dormir, que ton enfant se réveille, toi, tu lui refuses le sein et c'est le papa qui va, et que tu l'entends pleurer, être en crise, demander maman, demander le sein. Et puis toi, tu es dans ton lit, soi-disant pour dormir. Mais que tu l'entends pleurer dans la chambre à côté, c'est horrible. Et tu te sens super coupable. Tu te dis, mais pourquoi je lui inflige ça? En fait, ça serait beaucoup plus simple si je veux lui donner le sein et que je continue mes nuits à hacher, en fait. Mais c'est pas la meilleure solution non plus parce que la fatigue, elle est dure aussi. Mais du coup, jusqu'à là, j'étais jamais autant convaincue que c'était vraiment obligatoire de le faire. Là, en voyant le deuxième arriver, je me suis dit, ça sera juste pas possible et je vais péter un câble, ça sera pas ok. Donc cette fois-ci, on arrête l'allaitement la nuit. Du coup, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, maman, les seins de maman, ils vont dormir la nuit. On va dire au revoir à la tétée vers 17-18 heures. La tétée d'endormissement du soir, on arrête. Je lui ai commencé à lui proposer du lait de vache pour la première fois à ce moment-là, parce que du lait tiré de moi en biberon, il voulait pas du tout. Il s'énervait encore plus. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on va introduire le lait de vache. Si par hasard il se sèvre à cause de ça, pour moi c'était ok. Il avait pratiquement 2 ans. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mon chemin avec lui.
Donc du coup, je l'ai introduit sans avoir cette peur que ça arrête mon allaitement, puisque pour moi, c'était ok d'arrêter aussi si c'était le cas. Donc voilà, on a introduit avant le dodo un biberon de lait de vache au lieu de la tétée. Et puis la nuit, je lui ai expliqué, voilà, maintenant quand tu te réveilles la nuit, moi je vais venir, je vais rester avec toi, je vais te soutenir, je vais te bercer, je vais faire tout ce que tu veux pour t'aider à t'endormir, mais le sein, il fait dodo. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je dois dire, les 3 premières nuits ont été infernales. Il a beaucoup pleuré, moi avec, parce que du coup tu te sens hyper coupable quand même, malgré tout, même si tu sais que c'est le mieux à faire pour tout le monde, tu te sens quand même coupable. Et puis les 3 premières nuits ont été difficiles. J'ai pas lâché. Je me suis dit, si tu commences, tu dois pas lâcher, parce que si tu lâches, tu recommences de nouveau 50 000 fois. Donc les 3 premières nuits, il s'est réveillé 3-4 fois, à chaque fois en pleurs, parce que je lui donnais pas, il s'énervait, il me tapait, il était vraiment très en colère. Et puis j'ai continué à l'accompagner, je l'ai rassuré, je lui ai dit toutes les fois que tu vas te réveiller, je serai toujours là pour toi. Mais le sein, il fait dodo, tu pourras l'avoir que demain matin. Et j'avais fixé dans ma tête l'heure de 6 h du matin. Donc à 6 h du matin, si tu es réveillé, c'est ok, le sein il s'est réveillé, tu peux téter. Et c'est ce qu'on a fait. 3 premières nuits, beaucoup de pleurs, crises, colère, tout ce qu'on veut. À partir de la 4e, il comprenait mieux. Et après, c'était un réveil, au milieu de la nuit d'un coup. Des fois, il pleurait, des fois pas. Et puis, je pense qu'en une semaine, on avait fait le tour. Et s'il se réveillait, il se réveillait une fois pendant la nuit. Il demandait, je lui proposais de l'eau, parce que j'ai jamais voulu proposer non plus le lait au milieu de la nuit, parce qu'en fait, si je proposais le biberon de lait, j'allais avoir le même problème. Hein. C'était pas l'histoire du sein, c'est l'histoire aussi du lait tout court. Donc j'avais pas envie de me retrouver à allaiter un bébé et puis à préparer un biberon pour mon 2e de 2 ans. Je dis non, c'est pas possible. Donc la nuit, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de nourriture, c'est que de l'eau, parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant assoiffé non plus sur la conscience, mais du coup c'est que de l'eau. Et puis on a fait comme ça, et maintenant ça fait depuis, c'est pratiquement 2 ans jusqu'à maintenant, donc ça fait, je dirais plus ou moins 6 mois presque, je pense, qu'il ne tète plus du tout la nuit, qu'il ne le demande même plus, parce que c'est clairement quelque chose d'acquis pour lui. Le lait non plus, c'est rare les fois où il m'a demandé du lait. S'il me demande 1 ou 2 fois maintenant, parce que c'était une journée un peu spéciale où il a moins mangé, ça m'est arrivé de céder, mais c'est très rare. L'eau, il ne demande pas non plus. Là maintenant, en fait, s'il se réveille, chose qui arrive aussi rarement, hein, franchement, maintenant il fait les nuits complètes depuis tout ça, mais si ça lui arrive de se réveiller une fois, ça lui suffit que je vienne me coucher à côté de lui, que je pose la main sur lui, il sent ma présence, il continue à dormir, et moi je peux partir de la chambre. Et ça, je dois vous dire, c'est ma plus grande réussite de ces derniers mois, parce que c'était quand même une grande peur pour moi d'avoir un bébé nouveau-né qui a besoin de moi en même temps que mon fils, parce que la nuit, je suis toute seule quand même. Donc il faut quand même que je puisse être là pour les deux, en même temps c'est compliqué. Et là, de savoir qu'en principe, il ne se réveille pas, c'est cool. Même si peut-être ça va changer à l'arrivée du petit frère, un petit peu au niveau du sommeil, mais au moins il ne va pas me demander autant souvent qu'il y a 6 mois, que c'était 2, 3, voire 4 fois la nuit que je devais l'allaiter. Donc voilà un petit peu mon histoire avec l'allaitement. Donc là, on est sur un allaitement, ce qu'on appelle prolongé. Je vais gentiment commencer, quand le petit voudra être là, je vais commencer le co-allaitement. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas imaginé de faire, je dois dire, et puis que maintenant que je suis là, ça me paraît tout évident de le faire. Je vais bien évidemment donner la priorité au nouveau-né, c'est son seul moyen d'aliment qu'il aura pendant les 6 premiers mois. Même au premier, maintenant il va pouvoir téter en même temps que son petit frère, c'est vraiment trop chou. Ça va pas être que du bonheur, je suis consciente, ça va être difficile aussi à gérer. Peut-être au début, il y aura une plus grande demande de sa part pour les tétés, parce qu'il sera un petit peu jaloux, ce qui est normal, hein. Il a 2 ans, 5 mois, donc ça reste un bébé encore. Alors clairement, il aura peut-être plus de demandes, mais je pense que c'est une belle expérience en fait, de partager ça avec son frère. Je pense que ça crée quand même un lien différent, et des petites choses en plus, que c'est vraiment chouette. Donc je me réjouis de vivre ça. Je peux vous faire une prochaine vidéo dans quelques mois en parlant du co-allaitement, comment ça s'est passé pour moi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup d'expériences non plus qui sont sur YouTube. Alors si je peux contribuer à ça, pourquoi pas. Rappelez-vous que c'est toujours mon expérience, et puis que c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça, ou parce que ça s'est passé comme ça, que vous aussi ça sera comme ça. Mais c'est vrai qu'entendre plusieurs expériences différentes, ça nous crée une image dans la tête, ou bien ça nous aide aussi à savoir qu'on n'est pas toute seule. Et puis voilà, ça c'est un peu l'histoire de mon allaitement. Actuellement, mon fils il tète. C'est très variable. D'un coup, une même journée, il peut téter 5 fois. Et puis d'un coup, pas du tout en 48 heures. Donc c'est vraiment très variable.
Ça dépend aussi beaucoup de son état émotionnel. Il y a des matins où ce qu'il veut c'est le lait de vache. Il y a d'autres matins où il demande par commencer par le petit-déj et d'autres où il veut absolument téter. Et puis après, des fois dans la journée, il s'en rappelle encore, des fois pas du tout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 2 jours où il tète pas du tout. Et c'est ok. Et puis d'un coup, un jour où il demande 3 fois dans la même matinée. Donc c'est un petit peu assez aléatoire. J'ai actuellement pas mal de douleurs au niveau des mamelons. Je suis à 39 semaines de grossesse, donc les hormones aussi font beaucoup. Et puis j'essaye de lui expliquer. Il tète très doucement. Je lui explique que maman elle a mal au mamelon. Et puis des fois il arrête aussi de téter quand je lui dis que c'est plus ok pour moi, que je préfère faire une pause. Et il est assez compréhensif avec ça. On se débrouille comme ça pour l'instant. Quelque chose aussi qui change, si jamais vous ne le savez pas, au tout début, quand on allaite, on a les seins qui deviennent tendus, qui produisent du lait, etc. Un peu en continu. Et on doit tirer son lait déjà pour désengorger. On doit quand même donner le sein assez régulièrement pour pouvoir avoir cette circulation du lait, pour éviter les mastites, pour éviter les engorgements, etc. Mais au bout d'un moment, cette lactation, elle change. J'ai plus le nom de comment ça s'appelle, mais ça devient une lactation que quand le bébé tète, ça produit. S'il tète pas, ça produit pas en fait. Ou en tout cas pas une grande quantité. Et ça c'est vachement pratique quand on arrive là. Parce que du coup moi par exemple, si là maintenant je l'allaite pas pendant 3 jours, j'ai pas besoin de tirer mon lait. Mes seins sont souples, il n'y a aucune douleur, il n'y a rien. Et en fait quand il va téter dans 3 jours, j'aurai de nouveau du lait sans souci. Donc ça c'est quand même vachement pratique. Et ça amène beaucoup de légèreté dans cet allaitement. Qu'au début quand le bébé tète toutes les heures, on se dit mais jamais je vais pouvoir allaiter jusqu'à 2 ans. Mais bien évidemment que c'est pas toujours le même intervalle de téter. Et puis au bout d'un moment, c'est quelque chose qui est complètement gérable avec notre vie quotidienne, avec notre vie au travail, notre vie de femme aussi. Et oui, c'est un allaitement qui est quand même différent d'allaiter un tout petit bébé que d'allaiter un enfant plus grand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris quand même un petit thé ou un café pour le partager avec moi. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'allaitez pas encore, je vous souhaite tout le meilleur. Écoutez-vous. C'est pas parce que c'est bien d'allaiter 2 ans, parce que l'OMS dit 2 ans, qu'il faut absolument arriver à 2 ans. Faites-vous confiance, vous allez faire ce qui est le mieux pour vous et votre enfant. Et le plus important, c'est de le nourrir avec amour. Que ça soit un biberon, que ça soit un sein, que ça soit un tire-allaitement, peu importe qu'est-ce que c'est, il faut que vous soyez bien et que votre bébé aussi. Donc le plus important c'est ça. Et puis rappelez-vous que c'est vous qui prenez les décisions. C'est ni la belle-mère, ni la mère, ni la sœur, ni le mari. Celle qui a le sein c'est vous et le bébé c'est le vôtre. Donc c'est vos choix, vos seins et votre intimité. On se verra à la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-moi aussi un petit commentaire. Je vous ferai l'expérience dans quelques mois du co-allaitement. On va voir comment ça se passe. Et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!